le domaine de la santé se situe, je crois qu'on peut le dire, à l'avant-garde des pratiques et des actions en matière de sciences participatives. Et la société ferait peut-être bien de s'en inspirer. En tout cas, on va évoquer ce type de questions avec l'ensemble de nos intervenants et avec Alain Fischer, qui est membre de l'Académie des sciences et de l'Académie nationale de médecine. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion d'évoquer un sujet qui m'est assez cher, dans la mesure où je travaille comme spécialiste de maladies rares. Celles auxquelles je m'intéresse sont des maladies du système immunitaire, mais peu importe, ce n'est pas le sujet du jour, sauf que je suis confronté, et c'est mon expérience depuis un trop grand nombre d'années, de travailler sur ces maladies, en améliorer la prise en charge, essayer d'apporter répit, solution autant que faire se peut aux patients qui sont atteints. Donc à mon sens, si on réfléchit aux questions des différentes interactions entre santé, monde de la santé, société, et au milieu des deux, les patients qui sont concernés, à mon sens, il y a 3 niveaux, il me semble, d'interaction autour de l'acquisition des connaissances, évidemment, la réflexion sur ces connaissances et l'action menée à partir des connaissances. 3 niveaux d'implication croissante, à mon avis, des acteurs sociaux. Je pars des maladies rares, mais je fais l'hypothèse que cela est à peu près transposable aux autres domaines de la santé. Le premier est celui des études de recherche biologique et de physiopathologie des maladies, qui reste pour l'essentiel du ressort des domaines des chercheurs et de médecins. Ça ne veut pas dire que les patients soient exclus. Tout d'abord, ils sont par définition pas exclus, puisqu'ils sont la source du matériel et la réflexion sur ces recherches. Comme vous savez, il y a ne serait-ce que les questions de consentement évident qui sont sous-jacents à ces recherches, mais aussi, et là on arrive à un domaine plus intéressant, celui des explications, des échanges autour de pourquoi on fait ces recherches, comment on les fait, et les expliquer, est en soi une source de mon expérience personnelle très riche d'échanges avec les patients, avec leurs familles, qui se sentent rassérénés par la simple fait de l'existence de ces recherches. Bon, ce niveau, il est assez évident et à mon avis, il ne mérite pas de s'y étendre plus. Le deuxième niveau est celui, si on reste dans le domaine de la santé, que je qualifierais des études de recherche clinique, que ce soit la constitution de cohortes, des études de cohortes de patients, que ce soit au niveau des études évidemment de thérapeutiques, et que ce soit autour des études plus larges en santé, qui ressortent en grande partie des sciences humaines et sociales, que ce soit dans le domaine de l'économie, sociologie, anthropologie, etc. Là, il y a un énorme champ qui, à mon avis, ne peut pas fonctionner autrement, et je pense que ça a déjà été très largement évoqué au cours de cette journée, autrement que sous une forme, entre guillemets, de coproduction entre les acteurs classiques du monde de la recherche et de la santé et les malades, les associations qui le représentent. Et heureusement, on voit un mouvement, je pense, assez positif dans ce sens. Les malades, très souvent, étant capables, c'était évoqué encore tout à l'heure en tant que patient expert, de poser les bonnes questions et d'évoquer les bons indicateurs, les bons paramètres pour mener les recherches. Et je pense que là, il y a une évolution irréversible et, à mon avis, qui va dans le bon sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut être conscient du fait que, comme dans le domaine strict des professionnels de santé, la qualité des interventions des individus peut être variable. Pour ne pas être démagogue, des patients experts peuvent être plus ou moins des patients experts. Et il faut avoir une attitude raisonnable d'évaluation, de représentativité. Et ceci, à mon avis, ne doit pas être tout à fait négligé. Il en découle, à mon avis, une application, et qui est le transfert, cette fois-ci, progressif vers la société. C'est que pour faire de la recherche, pour faire progresser les connaissances, il faut des projets de recherche, donc il faut faire des appels à des projets de recherche, et qu'il est assez légitime que pour ces questions-là, l'élaboration des appels à projets de recherche soit aussi une coproduction, à mon avis, entre les professionnels de santé classiques, acteurs et chercheurs, acteurs de santé et chercheurs, et les associations de patients, et évidemment les représentants des pouvoirs publics, parce qu'ils sont les financiers, pas tout à fait l'oublier. Il y a un troisième niveau, avec un lien entre les deux, qui est le niveau, cette fois-ci, sociétal, avec deux points que je voudrais évoquer brièvement pour ne pas être trop long. Le premier qui est tout à fait politique, et le second qui sont les questions d'éthique, qui sont évidemment essentielles. L'aspect politique, il y a un exemple dans mon domaine qui est tout à fait évident, qui est celui du développement du plan maladies rares il y a maintenant une quinzaine d'années. Je pense que chacun sait que ce plan a été en fait à l'initiative
d'associations de malades qui ont réussi à convaincre les autorités gouvernementales à mettre en place ce plan qui a été un énorme bénéfice par la création de ce qu'on appelle les centres de référence maladies rares, un énorme bénéfice pour les patients en établissant des filières de santé et donc en améliorant, même s'il reste beaucoup à faire, la trajectoire de prise en charge des patients, la prise en compte de leurs problèmes. Donc c'est un exemple, à mon avis, excellent. Il y en a de moins bons, mais celui-là est vraiment excellent, où l'intervention des patients eux-mêmes a fait progresser la santé, tout simplement. Et le dernier point que je voudrais évoquer, donc, est l'éthique. Il se trouve que il y a des questions d'éthique, évidemment, partout en santé. Dans mon domaine qui touche aux maladies génétiques, il y a au moins 4 types de questions. Je les cite, je n'ai pas le temps d'en parler plus avant. L'accessibilité, qui a accès aux données génétiques ? Le droit de savoir ou pas savoir à propos des données génétiques, les informations recueillies de façon inattendue, comment elles sont divulguées ou pas divulguées, les questions de dépistage, jusqu'où on peut aller dans le domaine du dépistage de maladies génétiques, hétérozygotes, etc. Les questions nouvelles de thérapeutique, éventuellement par modification de la lignée germinale, qui sont évoquées par quelques-uns pour les maladies génétiques. Autant de questions majeures. Bien évidemment, ces questions, elles concernent les professionnels de santé, ça va de soi, mais pas que, sinon ce serait catastrophique. Elles concernent les patients et leurs familles, c'est évident, mais pas que, sinon ça ne serait toujours pas tout à fait, à mon avis, adéquate. Ça concerne l'ensemble de la société. Et là, il y a une situation, à mon avis, relativement difficile, parce que les connaissances progressant, il devient de plus en plus difficile d'avoir une réflexion plus exactement adéquate sur des questions qui sont initialement techniquement complexes. Néanmoins, ce n'est pas une excuse pour ne pas associer autant que faire se peut des représentants de la société. La question, c'est lesquels, comment. Il y a le Comité national d'éthique, etc., qui d'ailleurs réfléchit ces jours-ci à ces questions, mais c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, ça n'engage pas assez de personnes. Donc la question que je pose, que je n'ai pas la solution, c'est comment faire en sorte que se développe un débat démocratique, sain, sur des questions majeures, mais qui se fasse de façon experte, c'est-à-dire respectant la base, forcément, que sont les connaissances scientifiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur, qui venait de finalement décrire la structure de la table ronde qu'on va avoir, avec effectivement la manière dont les associations peuvent être effectivement très associées à la recherche. On va évoquer le plan maladies rares dont vous avez parlé, on va parler d'éthique évidemment, et on va commencer avec Marie-Suzan Monti. Vous êtes immunologiste de formation, chercheur en sciences sociales, vous êtes devenu chercheur en sciences sociales au CESTIM, qui est le laboratoire Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale. Et vous êtes aussi, par ailleurs, une militante de l'association AIDE. Vous en étiez l'administratrice jusqu'à récemment. Et donc, effectivement, avec vous, ce serait intéressant de voir comment une association de malades peut être associée à toutes les étapes d'une recherche. C'est vraiment ce à quoi vous avez abouti avec les scientifiques. Merci de me donner la parole. Alors, il se trouve que depuis ce matin, je n'arrête pas de modifier ce que je vais dire. Ah. Donc, j'espère que je vous ai lancé sur quelque chose, mais faites ce que vous voulez, pardon. J'espère que ça fera encore un petit peu de sens. Enfin, en tout cas, j'espère que ça soulèvera quelques questions et qu'on pourra discuter. D'abord, AIDE n'est pas une association de malades. Je vais préciser ça tout de suite. C'est une association de personnes concernées par le VIH. Et derrière le mot concerné, on peut mettre beaucoup de choses. Voilà, je ne donnerai pas de réponse à ça, mais voilà. Et puis, je voudrais revenir tout de suite d'emblée sur une partie des discussions qu'on a eues dans la table ronde précédente sur le mot de patient. Et je voudrais resituer ça dans le début de la lutte contre le sida, donc il y a à peu près presque 35 ans en arrière aux États-Unis, quand les premiers groupes d'homosexuels se sont mobilisés autour des premiers cas cliniques décrits. Et d'emblée, dès ce moment-là, dès 1982, 81, 82, le mot patient a été mis sur la sellette. Parce que pour ces personnes-là, ces premières personnes donc, infectées par le VIH, il y avait pour ces personnes-là une connotation de passivité. Et donc dès le début, elles ont refusé d'être considérées comme des patients et se sont appelées des personnes vivant avec. Donc du coup, voilà, je voulais vous soumettre cette possibilité-là aussi, qu'on ne parle pas toujours forcément de patients, mais de personnes vivant avec le VIH, une hépatite, une maladie chronique, un handicap. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous amener là maintenant, parce que j'y ai pensé tout à l'heure en écoutant les échanges.
Donc, cette histoire de la lutte contre le sida, elle est partie de ces premiers cas, il y a 35 ans à peu près en arrière aux États-Unis. Et puis, dès le départ, ce qui a été très emblématique, c'est que on a tout construit ensemble. C'est-à-dire que les patients, les chercheurs, les médecins, tout le monde a avancé en même temps. Et que donc les patients se sont donnés d'emblée, dès le départ, les moyens de s'approprier le savoir en même temps que les cliniciens et les chercheurs. Et il y a même eu souvent des cas où la diffusion des informations et du savoir allait beaucoup plus vite auprès des patients qu'auprès de certains spécialistes. Donc ça a amené des situations parfois un peu tendues, justement, par rapport à ce rapport de pouvoir. D'ailleurs, je vous rappelle ce slogan de ACT UP, qui est savoir égale pouvoir. Donc, savoir et égale pouvoir. Égale pouvoir. Donc voilà, ça a un peu attrait à ça aussi. Et donc c'est quelque chose qui d'emblée, dès le début, a construit le modèle de la lutte contre le sida. Et donc on est passé des personnes vivant avec le VIH comme étant des sujets d'études à des personnes vivant avec le VIH devenant acteurs des études. Et puis on arrive maintenant dans cette troisième phase de l'épidémie, puisqu'on considère que maintenant on est dans la troisième phase de l'épidémie, à des personnes vivant avec le VIH qui vont, pour certaines, devenir des chercheurs en santé communautaire, tellement leur implication est importante dans le domaine. Donc vous voyez comment tout ça est allé finalement assez vite, puisque le début du VIH, c'était 1980, on est en 2017, donc on peut considérer que c'est très long, mais en même temps, on voit bien que l'évolution est extrêmement rapide. Donc c'est ça aussi qui signe la construction de la lutte contre le sida. Il y a une autre notion sur laquelle je voudrais revenir, c'est la notion de la qualité de vie et de bien-être dont on a parlé dans les tables rondes précédentes. C'est quelque chose qui nous a beaucoup occupés autour des années 2000, après 1996, quand sont arrivées les trithérapies, donc ces molécules qui ont sauvé la vie de millions de personnes et qui permettent aux personnes vivant avec le VIH aujourd'hui d'avoir une vie quasiment normale. On a vu apparaître cette notion de qualité de vie. Alors c'est quelque chose qui a été très très difficile à faire entendre aux soignants, parce que ce que les soignants voyaient, c'était que les patients qui étaient mis sous traitement avaient des bilans biologiques qui étaient bons, une charge virale qui était contrôlée, un système immunitaire qui était restauré, et les patients leur disaient « mais non, mais moi je ne vais pas bien ». Et ça a été quelque chose qui nous a occupés pendant des années, de faire reconnaître la qualité de vie comme étant un facteur intrinsèque de la prise en charge des personnes. Et donc il a fallu attendre 2010 pour voir apparaître la qualité de vie dans le rapport d'experts, donc à l'époque c'était le rapport IENI, qui émet les recommandations pour la prise en charge des personnes séropositives. Donc vous voyez que là aussi, au fur et à mesure qu'on avance dans cette épidémie et dans l'histoire du vivre avec ce virus, on voit apparaître de nouvelles préoccupations qui s'intègrent petit à petit. Donc le combat n'est pas à recommencer à chaque fois, parce qu'on a quand même des acquis, mais en tout cas c'est sans cesse remis sur le tapis. Et puis, je ne vais pas bien, qu'est-ce que ça voulait dire en l'occurrence? C'était d'un point de vue psychologique, c'était les effets secondaires? Oui, c'est ça, c'est comment quelqu'un qui prend un traitement quotidien, à vie, qui peut avoir des effets indésirables plus ou moins importants selon les molécules. Il peut avoir de très bons bilans biologiques, mais à côté de ça, effectivement, il va être malade tous les jours, il va être très fatigué, ça va avoir un impact sur sa qualité de vie, qu'elle soit physique ou mentale. Et qu'après, il y a eu des études, des recherches scientifiques qui ont été faites pour montrer que la qualité de vie avait un impact sur l'observance au traitement. C'est-à-dire que les personnes qui avaient une mauvaise qualité de vie étaient les personnes les moins observantes à leur traitement et celles qui avaient le plus de risques de faire des rebonds de charge virale ou des échappements thérapeutiques. Donc c'est comme ça que tout ça est arrivé. Et donc voilà, cette association entre personnes vivant avec et chercheurs, elle est là depuis le début et elle se continue. Aujourd'hui, elle prend une phase encore un petit peu plus particulière, qui est ce que j'appelle le développement de la recherche communautaire. C'est-à-dire que c'est la recherche communautaire, parce que jusqu'ici on parle de recherche participative. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est quelques crans au-dessus, c'est-à-dire que la recherche communautaire, l'objet de la recherche communautaire, il émane du terrain, il émane des préoccupations du terrain. Ça commence par ça. Donc ça rejoint aussi des choses qu'on a entendues dans les tables rondes. Ça remonte des patients ou des représentants des patients qui sont confrontés à telle ou telle problématique ou qui observent le développement de tel ou tel comportement à risque. Donc ensuite, c'est comment, avec les chercheurs, on transforme ça en question de recherche et comment, avec tout ce monde-là ensemble, construit un protocole de recherche, élabore les outils de la recherche, mène la recherche sur le terrain,
l'évalue et ensuite la valorise. Donc c'est vraiment l'intégration à toutes les étapes de la recherche et pas uniquement sur recruter des patients, faire la publicité des essais. Et ça aussi, c'est une caractéristique de la lutte contre le sida, c'est que très tôt, au cours des années, les représentants d'associations, les représentants de personnes vivant avec ont été intégrés dans les instances de la recherche sur le sida, et en particulier auprès de l'ANRS, donc l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui a très tôt intégré, que ce soit dans ses comités d'évaluation des projets de recherche, mais aussi dans son conseil scientifique, des représentants du monde associatif. Et aujourd'hui, par exemple, tout protocole de recherche qui est soumis à l'ANRS passe par un comité associatif, donc qui est composé de représentants de diverses associations de lutte contre le VIH, qui examinent les protocoles de recherche et qui donnent leur avis dessus. Donc vous voyez qu'on est allé, là aussi, assez loin dans l'intégration des personnes vivant avec à tous les stades de la recherche. Cette intégration des personnes vivant avec, cette intégration de ces personnes avec le monde de la recherche, il a fallu le gagner. Parce que vous avez l'air de dire, dès le début, c'était avec les chercheurs. Mais comment ça s'est passé avant ce début-là? Parce qu'il y a eu quand même, je ne sais plus qui parlait je crois que c'est Mme Carton qui disait qu'à l'origine de beaucoup d'associations, il y a un cri d'injustice. Oui, absolument. Le départ de la mobilisation contre le sida, c'est la révolte des personnes concernées, des personnes touchées, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune molécule et qu'elles savaient qu'elles allaient mourir. Donc c'était une révolte contre ça et une mobilisation pour avoir accès le plus vite possible aux toutes premières molécules qui sont apparues. La première molécule, elle est apparue en 1987, c'est l'AZT, alors que les premiers cas ont été décrits en 1980. Donc les dégâts entre-temps ont eu lieu. Donc la première mobilisation, c'était le combat pour leur vie. Les personnes se mobilisaient parce qu'elles voulaient avoir accès à ces molécules. Et ensuite, effectivement, non, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Effectivement, parce que ça venait questionner des modes de fonctionnement très ancrés de la part des soignants, mais pas que de la part des soignants, de la part des institutions aussi et des financeurs. Il a fallu aller se battre sans arrêt. Et ça nous a coûté beaucoup d'énergie, mais il a fallu aussi se structurer, il a fallu former nos militants, se préoccuper de les former, pas qu'une seule fois, mais aussi de façon continue dans le temps. Donc voilà, ça a demandé tout cet effort-là de structuration et d'organisation, mais on l'a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on en récolte un petit peu les fruits quand même, si tout n'est pas gagné. Il y avait une personne ici, là, juste à ma droite, qui tout à l'heure disait, mais comment est-ce qu'on fait? Il se posait juste, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à des chercheurs qui voudraient bien mener une recherche? Vous êtes très avancé, là. Vous avez des cours à donner à quelqu'un comme ça. Ouais. Alors, Christelle Nourrici, on va poursuivre avec vous et notamment évoquer ces plans maladies rares dont on a déjà parlé. Vous êtes militante associative. Et voilà, vous ne faites absolument pas mystère du fait que vous avez l'une de vos filles qui est concernée par une maladie rare avec une errance diagnostique pendant 16 ans jusqu'à ce qu'effectivement un diagnostic soit finalement posé au Canada. Mais il a fallu aller au Canada pour ça. Et donc vous avez été très impliqué au niveau national dans la création de ces 2 plans maladies rares, peut-être un 3e qui est en train d'arriver, ainsi qu'au niveau européen. Voilà, donc on a envie de vous entendre effectivement sur la manière dont vous êtes arrivé jusqu'à ce stade où il a fallu effectivement changer les choses avec des plans et une intervention au niveau européen. Mais c'est vrai que après ce qu'on avait vécu, on s'est dit plus jamais ça. Et puis la maladie de ma fille, c'est une maladie rare, par les plus rares, mais il y a 8000 maladies rares et les chercheurs en découvrent des nouvelles chaque mois. Ils en découvrent, ça sera infini, parce que chaque fois qu'il y a une anomalie génétique décrite, je pense qu'on pourra dire que c'est une nouvelle maladie, pas tout à fait, mais c'est quand même des nouveaux malades dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ni comment est-ce que la maladie va évoluer. Et la maladie, ce qu'on ne sait pas en général, c'est que la très large majorité de ces maladies sont extrêmement rares. C'est-à-dire que, par exemple, elles concernent moins d'une dizaine de personnes en France. C'est-à-dire très, très, très peu. On n'a pas suffisamment de malades en France pour mener des recherches ou des fondamentales ou cliniques, de toute façon. Mais par contre, ce qui est important à retenir, c'est que tous ensemble, les personnes qui vivent avec des maladies rares sont extrêmement nombreuses. Alors, comme les diagnostics sont encore pas tous faits, on a des estimations, on dit 3 ou 4 millions de personnes en France, 20 à 30 millions de personnes en Europe. Mais c'est énorme, et que 80% de ces maladies ont aujourd'hui une origine génétique reconnue, mais que la génétique continue à progresser à pas de géant, et on entendra parler bientôt.
Alors évidemment, pour faire face à l'isolement qu'on ressentait tous de façon terrible, aux conséquences absolument terribles de nos maladies sur la vie quotidienne, à l'errance diagnostique, qui peut durer, qui en moyenne est encore de 4 ans en France, alors qu'on a eu 2 plans maladies rares, mais pour certaines maladies, c'est encore quelquefois plus de 10 ans. Et il y a des malades qui meurent sans encore avoir des diagnostics. Bien sûr, l'absence de traitement pour la grande majorité des maladies. Il y a des centaines d'associations de malades et de familles qui se sont constituées à travers le monde. Et à Eurordis, l'Organisation européenne des maladies rares, aujourd'hui, on regroupe 779 associations dans 69 pays. Et c'est beaucoup, il y en a encore d'autres. Si on va sur Orphanet, il y en a encore un peu plus, mais bon, c'est un très très grand mouvement. Tout le monde souffre, nous souffrons tous d'un déficit de connaissances médicales et scientifiques. On va commencer par le constat, puis après je vous expliquerai comment est-ce qu'on a essayé de s'impliquer dans la mise en pratique de la recherche. Mais le constat, c'est qu'on souffrait d'un déficit de connaissances. Ce qui compliquait les choses, c'est que les symptômes des maladies rares diffèrent complètement, bien sûr, d'une maladie à l'autre. Quand on a commencé à se retrouver entre représentants associatifs, on n'avait rien en commun. Les maladies pouvaient toucher tous des organes complètement différents, et parfois même pour la même maladie d'un malade à l'autre, puisqu'elles peuvent affecter tous les organes, et donc à des stades divers et de façons diverses. Et bien sûr, personne, même le professeur Alain Fischer qui est là, reconnaît que personne ne peut être expert de toutes ces maladies. Lui est un très très grand expert de 200 maladies de déficit immunitaire, c'est à peu près 200, mais il y a toutes les autres. 300, quand même 300. Mais c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur, et le premier sentiment qu'on en a eu, a été rencontré les autorités de santé, puis aussi parce que c'est des maladies qui posent des problèmes de sociaux très très graves, de handicap et de désinsertion. C'était qu'ils en avaient peur aussi, ils en avaient même peur plus que nous, en fait, c'était le sentiment. Donc quand ils en avaient peur plus que nous. Oui, parce que nous, on vivait avec, alors voilà, on est un peu habitués, mais eux, on arrivait avec 8000 maladies, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça va coûter des fortunes, et par quel bout prendre le problème, surtout? Et finalement, c'est nous, les associations, je crois, avec des grands pionniers, comme les grosses associations contre la mucoviscidose, contre la myopathie, bien sûr, qui avons réfléchi ensemble, et là, on a été aidés, on a été soutenus par quelques pionniers, je dois dire, dans la recherche. On a vraiment été portés. On a réfléchi aux problématiques qui pouvaient nous réunir et pour lesquelles il fallait qu'on imagine des solutions communes. Parce que c'est évident que moi, toute seule, même si j'arrivais à réunir 1500 personnes en France, il n'y a même pas 1500 personnes atteintes de la maladie de ma fille, on n'allait pas changer de système de santé pour ça. Donc il fallait se réunir. On s'est réunis et on a travaillé ensemble. Et on a vu qu'on avait beaucoup de problèmes en commun, qui étaient l'isolement, qui était la complexité extrême de nos maladies, qui nécessitaient des prises en charge pluridisciplinaires, des expertises très différentes. On avait tous des problèmes d'errance diagnostique, et ça, on l'a, grâce à François, formidablement décrit. On a envoyé dans toute l'Europe 13 000 des questionnaires. On a reçu 13 000 questionnaires qui ont permis de vraiment confirmer ce qu'on savait, c'est-à-dire que l'errance diagnostique était terriblement longue, que les malades avaient des difficultés d'accès aux soins ou pas d'accès aux soins du tout, qu'il y avait des absences ou des ruptures de prise en charge médicale et sociale, que la recherche était complètement éparpillée et que quand par hasard, on avait un besoin terrible de recueillir des données, puisqu'on ne savait rien de nos maladies. On diagnostiquait un enfant, mais on ne pouvait pas rien dire aux parents sur la façon dont la maladie allait évoluer, ce qui était quand même terrible. Donc les données étaient, surtout pour des enfants qui meurent, aussi précieuses que la vie de l'enfant. Il fallait absolument pouvoir garder ces données et les traiter, les conserver. Garder ces données, être sûr qu'elles ne soient pas effacées. Ou que simplement, ce qui arrive souvent, qu'un clinicien les garde des échantillons biologiques dans un frigidaire quelque part et ne les partage pas avec tous les chercheurs dans le monde qui étaient susceptibles de faire avancer les choses. Et ça, c'était vraiment un changement de culture. Et pour les cliniciens, et ça a été vraiment la révolution de leur demander ça. Et ils le font de plus en plus, mais c'est un énorme effort. Et puis aussi, lorsque des pistes s'ouvraient, et ça c'était peut-être ce qui avait le plus douloureux, parce qu'il y avait quand même quelques chercheurs qui travaillaient sur nos maladies, mais les difficultés de développement, de traitement étaient tellement grandes qu'ils n'arrivaient jamais sur le marché. Ou alors à des coûts, c'était pas possible pour les États de les payer. Donc voilà, donc ça c'était le constat. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce plan, de ces plans maladies rares? Comment on y est? Oui, mais on y arrive. Mais il fallait le constat, parce qu'on ne pouvait pas, tant qu'on n'avait pas caractérisé ces difficultés, on ne pouvait pas. On voit d'où vous êtes parti, vous êtes seul avec votre enfant ou en famille, mais vous vous sentez extrêmement isolé. Et puis un jour, vous allez quand même, vous et avec d'autres, au début, aboutir à la création d'un plan maladie rare, puis d'un deuxième et bientôt peut-être d'un troisième. Au début, on a regroupé 10 familles avec la maladie de ma fille. Et, au Canada, j'avais rencontré d'autres familles, et puis par des liens par Internet.
par des Québécois. J'ai eu vent qu'il y avait une famille française avec qui ils avaient été en contact par Internet. C'était le début d'Internet, tout le monde communiquait partout. On s'est retrouvés à 10 familles, et puis après ça, bien sûr, on s'est regroupé avec les autres associations, et on a créé l'Alliance, et d'abord Aurore 10, et ensuite l'Alliance. On a regroupé tout le monde. Mais alors, je voudrais arriver au plan, parce qu'effectivement, à partir de ce constat, on a pu demander, avec des arguments solides, l'identification et le soutien d'équipes pluridisciplinaires dans des centres d'expertise qui travaillent en lien étroit avec les chercheurs. Parce que si tout était éparpillé, rien ne pouvait marcher. Il fallait tout réunir. Et le premier plan national maladies rares a permis de labelliser et de soutenir 131 centres de référence nationaux en France, qui sont aujourd'hui 187. Ça, c'est une immense joie, parce que ce qu'on a fait, non seulement ça a marché, mais il y a plus de centres encore aujourd'hui. Et à l'époque, on avait labellisé 500 centres de compétences. Et c'était vraiment la demande des associations, parce qu'on disait nos malades sont extrêmement handicapés, ils ont beaucoup de difficultés à se déplacer, et donc il faut qu'on puisse les soigner plus proches de leur domicile. Donc, et aujourd'hui, il y a 1845 centres de compétences qui ont été labellisés sans moyens, mais qui font le travail. C'est ça qui est le plus important, qui travaillent en lien et en réseau avec les centres de référence. Et tout ce travail, ce succès, on le doit à vous, et puis au fait que vous avez travaillé vraiment main dans la main avec des chercheurs. Ah ben pas à moi, mais pas à moi toute seule. Je veux dire, c'était un vous global. Au mouvement, à toutes les personnes. C'est ça qui a été formidable, c'est qu'on a pu travailler, ça j'ai bien aimé quand Madame Suzanne Montier a dit, on a fait comme pour le VIH, on a essayé de rassembler tous les acteurs existants. D'abord parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein, on n'avait pas beaucoup au départ d'acteurs dans notre domaine, donc on pouvait perdre aucune énergie, aucune force. Donc on a rassemblé tout le monde et on a essayé on s'est engagé tant les besoins étaient absolument immenses. Et ce premier plan national maladies rares, ça a été un grand succès reconnu dans toute l'Europe, tellement reconnu que à la suite a été adoptée une recommandation européenne qui a été adoptée à l'unanimité par tous les États membres. J'ai fait tous les pays d'Europe une année, ça a été très compliqué pour aller convaincre les associations qu'il fallait y aller, et on a obtenu cette recommandation. Tous les ministres de la Santé européens l'ont voté, ça a été une grande joie, et ça a permis dans la foulée d'obtenir un deuxième plan national maladies rares à l'arraché en France. Voilà. À l'arraché, bon. Alors, encore une aventure, une belle aventure encore. Est-ce que je peux encore parler un tout petit peu de ce qu'on a fait spécifiquement dans le domaine de la recherche ? On va y revenir. De toute façon, on aura tout le temps de discuter ensemble. Et, voilà. Et on va poursuivre avec Arnaud de Guerra. Vous êtes chargé de mission à la Direction générale de la santé, donc au ministère, et vous copilotez le groupe de travail éthique, réglementation et société du plan France Médecine Génomique 2025. Donc, pour le dire vite, on a un plan qui est en train de se mettre en place, un plan France Médecine Génomique, et vous copilotez ce groupe de travail, notamment sur éthique et société. Donc, c'est un plan qu'on qualifierait aujourd'hui d'un néologisme qui est disruptif, hein, par certains aspects, dans le sens où il se propose, à un horizon de quelques années, d'intégrer, enfin de donner la possibilité aux spécialistes de faire demander qu'on fasse le séquençage du génome d'un patient, d'une personne en tout cas, et pour rechercher justement des explications génétiques, des pistes génétiques, etc. Et cela d'une façon relativement routinière, en tout cas plus routinière que ce qui se ferait ailleurs en Europe. Et tout ça évidemment ne va pas sans questionnement éthique. Et c'est là-dessus qu'on a envie de vous entendre. Merci. Bah, écoutez, c'est très bien parce que vous avez beaucoup mieux expliqué le plan que j'avais prévu de l'expliquer moi-même. Donc, parce que c'est quelque chose, donc un plan qui vient d'être, enfin qui a été lancé il y a un an, sur lequel on est en train de travailler, donc qui est vraiment dans une phase de construction. Mais comme vous l'avez dit, pour vraiment résumer, l'objectif de ce plan, donc, c'est de mettre en place une infrastructure qui va placer les nouvelles techniques de séquençage dont vous avez tous entendu parler, donc qui sont extrêmement puissantes, mettre ces techniques de séquençage au cœur du système de santé. Donc finalement, à les appliquer à des pathologies de plus en plus importantes. Alors effectivement, actuellement, les deux gros types de pathologies qu'on va traiter, c'est les maladies rares qu'a très bien décrit Madame Norisset, et également le cancer, puisqu'on sait qu'il y a d'une part des cancers qui sont d'origine génétique, mais aussi des réponses à des traitements qu'on va pouvoir caractériser grâce au séquençage du génome. Alors, effectivement, le séquençage au cœur du système de soins, donc les problèmes du séquençage et de la génétique également au cœur du système de soins. Alors, le professeur Fischer a très bien décrit... Vous ne facilitez pas la vie, là. Non, mais enfin, on n'a pas forcément choisi non plus. Il faut y aller, c'est sûr. Donc, le professeur Fischer a très bien décrit les principaux problèmes éthiques. Moi, peut-être ceux sur lesquels je vais revenir, les trois vraiment importants que je verrai dans le cadre du plan, en tout cas, dans le cadre de cette mise en routine, comme vous disiez très bien.
c'est d'une part le devenir des données génétiques qui vont être acquises. D'autre part, donc, les découvertes incidentes, toutes les découvertes secondaires dont a parlé le professeur Fischer, effectivement, vous allez faire ces... On resterait déjà rien que sur le premier point, le devenir des données. Qu'est-ce que ça vous inspire comme questionnement? Ça m'inspire beaucoup de questionnements et je pense que tout le monde ici, surtout, est concerné. C'est pour ça qu'on va en reparler peut-être à la fin. C'est très important de faire participer les associations de patients et la société. Tout le monde est concerné. Peut-être potentiellement, vous aurez votre génome séquencé à un moment. Et on va vous proposer, parce que c'est l'architecture du plan qui est très ambitieuse à ce niveau-là, on va vous proposer que ces données, votre génome, et les données cliniques qui y sont associées, parce que sinon, je rappelle, ça n'a absolument aucune valeur. Le génome en soi-même, il faut savoir comment il se manifeste. Donc les données qui viennent des hôpitaux, de vos médecins. Ces données, on vous propose de les mettre à disposition de la recherche, de la communauté de recherche, qui va pouvoir les utiliser pour faire avancer à son tour les connaissances dans donc les pathologies d'origine génétique. Donc des données pour me servir moi, parce que ça va servir à me soigner, à trouver la bonne thérapeutique par exemple, ce genre de choses, mais aussi pour la recherche en général. Pour faire progresser la recherche, exactement. Le souci, la caractéristique, on va dire le souci, la caractéristique de cela, c'est que justement là on est sur des masses. Ce problème d'utilisation des données, il n'est pas relatif à la génétique. Toute la recherche clinique finalement est concernée. Là, on est surtout sur un nombre de protocoles de recherche. Par exemple, vous avez votre génome, vous allez accepter qu'il serve à la recherche. Ce qu'on ambitionne dans le plan, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de protocoles de recherche qui vont utiliser vos données et des centaines d'autres données d'autres patients, bien sûr. Comment on fait pour vous tenir informé, vous particulièrement, de ce qui se passe? Ça, c'est vraiment un problème. De ce à quoi mes données vont... De ce à quoi vont servir vos données. Alors, ce que parce qu'à chaque fois, vous allez me demander mon consentement? Alors, justement on ne va pas pouvoir. Le consentement, il y avait la question du consentement, d'ailleurs, qui avait été posée tout à l'heure dans la première. On ne va pas pouvoir clairement vous demander votre consentement à chaque fois. On ne va même pas peut-être pouvoir vous informer sur chaque protocole. On ne sait même pas. Ce que je voudrais peut-être quand même préciser, ce que je ne l'ai pas dit, vos données, elles sont anonymisées quand même, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, donc, qu'on soit bien clair. Anonymisé, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir au nom de la personne qui les a. Alors, ce qui pose un autre type de problème d'ailleurs, mais enfin, on va rester sur ce niveau de complexité-là. Voilà, donc ça, c'est le premier souci. Et alors, le deuxième, enfin, la problématique aussi, c'est au départ, vous allez accepter de donner ces données pour la recherche. Quelle est l'étendue du consentement que vous allez donner au départ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, on a deux, grosso modo, je fais les deux frontières. Vous donnez pour la recherche génétique en général. Et alors là, c'est quand même, est-ce qu'on peut demander un consentement de ce type-là? Ou alors vous ne donnez que pour la recherche sur la pathologie qui vous concerne. Et entre les deux, évidemment, on a l'ensemble du périmètre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, un certain nombre de personnes disent qu'évidemment, donner pour la génétique en général, pour la recherche en génétique en général, c'est un périmètre qui est beaucoup trop grand, qu'il faut limiter dans le consentement. C'est les questions auxquelles on se heurte actuellement, sur lesquelles on travaille. Ces questions, on les retrouve évidemment dans l'élaboration des consentements. Donc là, le groupe que je copilote s'occupe de ce type de choses. Donc là, les associations de patients sont évidemment invitées à participer. On leur demande leur avis. Alors évidemment, un des soucis qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais moi sur lequel je voudrais insister, c'est les associations de patients. Là, on est dans les maladies rares, on va être dans le cancer, on sera après dans quelles associations de patients on va solliciter. Donc forcément, quelque part, il y a un moment, et ça a été évoqué, il y a un moment de subjectivité là-dessus. Ensuite, par exemple, pour prendre quelque chose de tout à fait pratique, on est arrivé à un consentement, un formulaire de consentement qui fait l'unanimité dans les participants, dont les associations de patients. On a mis beaucoup de temps. Et on sait qu'on ne peut pas, de toute façon, les envoyer à la terre entière parce qu'on va recevoir autant de remarques. Donc, à un moment, c'est vrai que les parties prenantes sur ces discussions, elles sont limitées. On ne fera jamais quelque chose qui satisfera tout le monde. Ça, on le sait. Alors, le deuxième point, c'était donc que faire des découvertes incidentes. Alors, donc, que faire des découvertes incidentes? On récupère mon génome pour une raison particulière, mais on découvre dans mon génome des gènes de susceptibilité à d'autres maladies. Est-ce que j'en suis informé? Alors ça, c'est encore effectivement un autre problème qui n'est pas forcément... Enfin là, on est dans le soin, hein. On n'est pas dans la recherche, on est vraiment dans le soin.
Et effectivement, donc ces découvertes incidentes ou secondaires, on les identifie sur votre génome, et ça n'a rien à voir effectivement avec la raison pour laquelle vous êtes allé consulter. Que faire? Alors il y a le droit de savoir et de ne pas savoir, effectivement. Donc ça, c'est présent justement dans ce fameux consentement dont on parlait. De savoir et de ne pas savoir. Voilà. La personne peut choisir, sur le formulaire de consentement, de ne pas savoir, de ne pas connaître une mutation qui n'est pas en rapport avec ce pourquoi elle est venue consulter. Ensuite, si elle choisit de savoir, sur quoi revenir vers elle? C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un champ qui est en perpétuelle évolution. On a un certain nombre de gènes. Alors actuellement, on a une liste de gènes qui a été établie par des sociétés savantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revenir? Il y a une hétérogénéité des pratiques qu'on a découverte justement au sein de nos groupes de travail qui est absolument saisissante. C'est-à-dire que grosso modo... Entre les équipes de recherche ou cliniques en France, vous voulez dire? Tout à fait. Enfin, en France et dans le monde. Et dans le monde, bien sûr. C'est-à-dire que grosso modo, alors les chiffres varient suivant les études, mais enfin, on peut approximer. On a à peu près la moitié des équipes, des cliniques qui ne reviennent pas vers le patient et l'autre moitié qui revient. Et ensuite, donc, comme je vous dis, il y a un certain nombre de... Alors ensuite, il y a d'autres problèmes. Alors ce qui fait à peu près l'unanimité, c'est qu'évidemment, vous allez revenir vers les gens si vous avez une mutation qui permet, enfin qui est, je déteste ce néologisme, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé d'autre, qui est actionnable, sur laquelle on peut agir. Mutation actionnable, sur laquelle on peut agir. Sur laquelle on peut agir par un traitement, mais également par une prise en charge qui ne serait pas forcément un traitement, par une modification du style de vie également. Donc voilà, on ne revient vers le patient actuellement que là-dessus, mais ça, cette définition aussi, elle est relativement subjective. Donc, autre problème. Voilà, et ce que je voudrais finir juste, parce que je pense que mon temps est bientôt terminé, je voudrais insister sur, justement, dans le cadre de ce plan, il y a une mesure, une action, qui est une action de communication, et parce qu'on a vraiment l'impression, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, la problématique de génétique, le professeur Fischer l'a dit, c'est extrêmement complexe. On arrive très très rapidement, j'allais parler pour les découvertes incidentes, j'allais parler de gènes récessifs et gènes dominants. Déjà, on devient technique. Donc l'information, c'est très complexe. Il faut absolument que la société s'empare de ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses en jeu. C'est une des mesures du plan. C'est assez compliqué. Donc l'INSERM y participe déjà. Nous, on est en train d'élaborer un certain nombre d'actions. Donc ça, je voudrais insister sur le fait que les associations de patients sont les bienvenues, la société aussi. Et la question se posait de l'enceinte, justement, dans laquelle on peut avoir ces débats. Moi, j'ai une réponse qui est relativement à court terme, quand même. C'est qu'on va avoir la révision de la loi de bioéthique, donc qui était prévue initialement pour 2018. Je pense que la plupart des débats auront lieu en 2018. Je pense que le vote aura lieu en 2019. Enfin, je veux pas. Et en revanche, donc, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, est en charge d'organiser les états généraux de la bioéthique qui vont consister principalement, justement, une consultation du public au niveau régional, au niveau national. Et il est absolument clair, il ne fait aucun doute, y compris au ministère de la Santé, que la génétique va vraiment être un des sujets de la prochaine révision. Préparez-vous. Préparez-vous et surtout, parlez, donnez votre opinion. On est vraiment sur des choix qui vont influer sur la société dans son ensemble. Donc ces débats, participez-y. Je pense qu'ils vont être assez larges. Il y aura vraiment l'occasion de participer, parce que le législateur a besoin d'être informé de ce que la société pense sur ces sujets. Il n'y a pas que de la technique. On est très très loin d'y avoir que de la technique. Donc c'est très important. Parfait. Merci. Alors poursuivons avec François Tadei. Vous êtes fondateur et directeur du CRI. Le CRI, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire. Et vous êtes auteur d'un rapport qui s'intitule « Vers une société apprenante ». Et le CRI, c'est un lieu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un lieu assez singulier qui est dédié aux nouvelles manières d'apprendre. Quand on est chercheur, qu'on veut aller vers le citoyen, qu'on veut co-construire de nouvelles recherches, des questions de recherche, apparemment c'est le bon endroit chez vous pour faire ça. On vous a décrit comme le temple de l'innovation dans le domaine des sciences de l'éducation. Voilà, écoutez, on va voir comment est-ce que ce temple a intégré ces questionnements de la recherche et de la relation entre la recherche et puis le patient, en particulier dans le domaine de la santé. Merci de cette invitation. C'est un lieu éminemment prestigieux et ce qui est intéressant, c'est d'y voir se rencontrer des acteurs très différents qui ne se rencontreraient pas forcément dans d'autres circonstances. Donc merci d'avoir organisé ces journées. Je pense que
ce qu'on essaye de faire, le CRI, une autre définition, c'est un carrefour de rencontres intéressantes. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un carrefour de rencontres intéressantes, donc merci d'avoir organisé ça. La question, c'est comment est-ce qu'on passe de rencontres un peu éphémères à une capacité de co-construire ensemble et de se donner le temps d'apprendre à se connaître. Vous avez bien raconté que ça peut prendre des années. Ce qui est intéressant aussi dans les exemples qui ont été donnés, c'est qu'on voit qu'on peut apprendre d'une pathologie à une autre, d'une association de patients à une autre, d'un pays à un autre. Et donc c'est ça qu'on décrit sous ce nom de société apprenante. C'est une société dans laquelle quand quelqu'un a appris quelque chose, quand quelqu'un a innové, quelqu'un d'autre peut apprendre et innover plus facilement parce que les premiers ont partagé ce qu'ils ont su faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et ça a été cité plusieurs fois, Internet permet plus facilement de regrouper des gens qui ont le même sujet qui les concerne. Et je pense que ce mot de concerner sur lequel vous avez insisté me paraît tout à fait adapté. Et il y a toujours plus de sujets sur lesquels les citoyens, en général, se sentent concernés, puisque les grands problèmes du monde, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, le titre de cette table ronde, c'est un laboratoire des relations sciences-société. Et on voit que dans le domaine de la médecine, les relations entre sciences et société ont beaucoup évolué depuis quelques dizaines d'années. Il y a une accélération encore avec les progrès de la technologie, avec les progrès d'Internet, mais c'est également vrai progressivement dans d'autres domaines. Et je pense qu'effectivement, la médecine a un temps d'avance, parce que les gens sont peut-être encore plus concernés quand leurs enfants ou eux-mêmes sont directement affectés. Mais on voit progressivement ce genre de choses se déployer dans d'autres domaines. Le climat, par exemple. Pendant longtemps, on regardait la météo, mais on s'arrêtait à peu près là. Et aujourd'hui, tous les citoyens, ou presque, sont informés. Alors, il y en a quelques-uns qui ne veulent pas être informés et qui se bouchent les oreilles, même des citoyens en haut lieu. Mais il n'empêche que c'est toujours plus difficile de ne pas se sentir concerné par ces sujets et d'ignorer les avancées de la science. Et Alain Fischer le disait très bien tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est d'abord et avant tout se placer sur les données de la science. Mais une fois qu'on a les données de la science, il y a tout un tas de questions qui sont des questions éthiques, philosophiques, personnelles, sociétales, et on a besoin de se regrouper pour travailler ensemble à quel type d'avenir on veut construire, que ce soit sur les sujets qu'on a abordés, que ce soit sur les sujets du climat ou, dans le cadre du rapport que je préparais, les sujets de l'éducation. Quand on a des machines qui sont aujourd'hui capables d'apprendre, quand on développe une intelligence artificielle qui progresse à vitesse grand V, si on n'investit pas dans l'intelligence humaine, individuelle et collective, on va avoir des soucis non seulement pour nous, mais certainement pour nos enfants. Et donc, il faut absolument se poser ce genre de questions. Ce laboratoire sciences-société, comment est-ce qu'on co-construit du savoir? On a pour le climat, par exemple, su créer le GIEC, le groupement intergouvernemental d'études du climat, et il y a des membres éminents de ce groupe qui siègent ici même. On a su créer, hein, c'est ça. On a su créer. Et ça a été une volonté politique, et il faut le souligner. Et c'était une volonté politique de créer un lieu dans lequel ce sont les scientifiques qui vont informer les politiques et les sociétés civiles pour pouvoir s'emparer de ces sujets. Eh bien, je pense qu'on doit faire la même chose dans d'autres domaines et travailler sur le futur de ce que c'est qu'apprendre, le futur de ce que c'est que l'intelligence, voire le futur de ce que sera l'humanité, puisqu'aujourd'hui, on a évoqué brièvement la possibilité de manipuler nos propres génomes. On peut le faire pour éviter des maladies génétiques, et en tout cas certains le souhaitent, et il y en a même qui veulent aller plus loin, qui veulent augmenter notre génome comme ils veulent produire des hommes augmentés. Donc il y a tout un tas de sujets éthiques dans lesquels la médecine est en avance, et on a un comité consultatif national d'éthique dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne se saisit pas de ces sujets de l'intelligence artificielle et de la robotique, et l'INRIA et Alisten, par exemple, sont en train de demander la création d'un équivalent pour pouvoir traiter les transformations du numérique. Donc certains rêvent de transhumanisme, d'autres peuvent craindre tout un tas de dérives, et on a besoin de créer des lieux qui soient des lieux de rencontre et de coélaboration d'une réflexion sur ce sujet, une réflexion ouverte dans laquelle les données scientifiques sont disponibles pour tous, ce qui veut dire éventuellement de les rendre pas simplement accessibles en open access, ce qui est déjà quelque chose de très important, mais également de s'assurer qu'on peut rendre compréhensible cette littérature scientifique pour que tous les acteurs puissent s'en emparer. Et vous avez l'impression que le domaine de la santé est pionnier justement dans ces relations sciences et société? Oui, je pense que les sujets d'éthique, c'est une évidence pour les médecins depuis toujours. Hippocrate déjà se posait un certain nombre de questions. Aristote aussi se posait des questions sur ce qu'il appelait à l'époque les trois formes de connaissance, qui sont épistémé, la science, la connaissance du monde, techné, qui est la technologie, et phronésis, qui est l'éthique de l'action. Eh bien aujourd'hui, la science et la technologie ont beaucoup progressé, mais notre compréhension
des problèmes éthiques n'a pas progressé autant. Et donc on a besoin de progresser. Ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple dans les écoles d'ingénieurs où on a mesuré la réflexion éthique, on s'aperçoit qu'elle diminue à mesure que l'on fait des études d'ingénieur. Et malheureusement, l'empathie, elle a tendance à diminuer dans un certain nombre de facultés de médecine. Donc on voit bien qu'il faut peut-être aussi repenser notre système éducatif, y compris quand on forme les élites qui sont chargées de penser ces sujets. Et donc je pense qu'on a besoin, et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants en médecine, par exemple, demandent aujourd'hui à ce que l'on repense les études de médecine pour qu'on y mette à la fois plus d'éthique, plus de connaissances de ces progrès technologiques disruptifs et effectivement plus d'humanité. Et on a besoin de ce genre de choses. Et c'est assez étonnant de voir que pour faire progresser la science, on a eu tendance à cloisonner les disciplines et à restreindre, et ça a permis de focaliser les ressources sur des sujets importants, et ça nous a permis à tous d'avancer. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir des regards plus interdisciplinaires, plus ouverts à l'ensemble des acteurs? C'est un de nos défis pour demain. C'est donc en fait assez fondamentalement de faire progresser l'intelligence collective sur ces sujets et en même temps, il ne faut pas nier que la bêtise collective, ça existe aussi. Bêtise collective, oui. Oui, bah, vous prenez Internet, les fake news, les théories du complot, les journalistes sont bien placés pour connaître ce genre de choses. C'est une vraie problématique. Donc il y a aussi des pathologies de la société apprenante ou d'Internet, si vous voulez. Mais là aussi, il faut faire des recherches ouvertes et développer l'esprit critique de tous, à commencer par les plus jeunes, qui seraient autrement facilement manipulables. Il y avait une personne ici qui se demandait, il avait envie justement qu'on fasse des études sur ces cohortes de membres de son association, pour savoir qui ils sont, quels sont leurs besoins. Il avait besoin pour ça de méthodologie, il avait envie de contacter des chercheurs. Vous auriez eu quelqu'un à lui conseiller? On peut venir vous voir, est-ce que ça existe quelque part? Il faut les taper aux portes du CNRS? Comment ça se passe là? Je pense qu'il y a maintenant des missions, associations, recherche, société à l'INSERM. Il y a un certain nombre de lieux qui sont des lieux ressources, et c'est très heureux. Je pense qu'il faut les multiplier, il faut les rendre plus accessibles et il faut former les citoyens dès leur plus jeune âge à comprendre ces enjeux. Alors, un des projets que l'on mène, c'est un projet enfants-chercheurs, par exemple, dans lequel on accompagne le questionnement des enfants. Le pic du questionnement chez l'humain, c'est à 4 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut être plus ou moins capable de répondre aux questions de nos propres enfants ou ceux des autres. Et ça n'a évidemment... Parfois, c'est des vraies cols. Hein. Et justement, et c'est ça qui est intéressant. Mais accepter... On parlait de savoir et de pouvoir tout à l'heure, qu'on ne sait pas sans perdre la confiance, c'est très important. Et donc il faut être capable, et Socrate savait le dire déjà, de savoir qu'on ne sait pas tout et qu'on peut être d'autant plus sage que l'on sait qu'on ne sait pas. Et par contre, accompagner la réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait savoir. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des collectifs d'enfants dans des classes qui travaillent avec des chercheurs qui sont volontaires et qui vont accompagner le questionnement enfantin pour en faire un questionnement scientifique et leur offrir la méthodologie nécessaire. Et donc je pense que plus les citoyens bénéficieront de cette méthodologie scientifique pour progresser dans leur questionnement, plus on sera dans ces développements de recherche participative et communautaire qui permettront à tous d'avancer. Oui, je vous en prie, Christelle Nourricier. C'était juste pour suivre ce que vous avez dit. Je pense que pour une association, il est indispensable de s'efforcer en permanence d'identifier les équipes de recherche susceptibles de travailler sur nos maladies. C'était particulièrement vrai pour nous parce qu'on était rares et qu'il y avait très très peu de chercheurs et qu'il fallait vraiment les trouver à travers le monde. Mais une fois qu'on les a identifiés, et là, la Fondation Maladies Rares, par exemple, qui a été créée par le deuxième plan, à quelqu'un qui est là pour aider les associations à identifier les équipes de recherche qui peuvent travailler sur leurs maladies. Une fois qu'on les a identifiés, ensuite les soutenir. Alors les soutenir, ça peut être matériellement, bien sûr, financièrement, si on peut réunir les moyens. Bon, toutes les associations ne peuvent pas, mais les moyens sont toujours bienvenus. Mais on peut les soutenir autrement. On peut les motiver, on peut les réunir. On voit bien que la motivation d'un chercheur n'est pas la même quand il a eu face à lui des personnes qui ont été concernées par une maladie. Et elle est encore plus grande s'il peut travailler en réseau avec des médecins cliniciens ou d'autres chercheurs. Ou si il peut participer à une communauté en ligne dans laquelle nous avons créé des communautés en ligne avec des traductions dans 5 langues où les malades peuvent parler et peuvent se tenir au courant des avancées de la recherche en lien avec les chercheurs. Tous ces petits outils qui se multiplient sont des façons de maintenir le lien entre les associations et la recherche. Là, je ne parle pas du grand public, je parle de nos associations, mais nos associations regroupent beaucoup de monde. Et puis, je voulais vous dire aussi, en réponse à ce que vous avez dit, c'est que je pense que la raison peut-être pour laquelle
ce qui est très important pour nous, les malades, c'est qu'on a vraiment une vision à 360 degrés de tous les besoins des personnes que nous représentons ou des maladies que nous vivons nous-mêmes. Parce que c'est vrai, on réunit à la fois les besoins. On est conscient des besoins en recherche fondamentale, mais on voit bien qu'il faut aussi de la recherche clinique, qu'il faut de la recherche transactionnelle, qu'on ne peut pas oublier les sciences humaines et sociales. Et je pense qu'on a été des acteurs importants pour promouvoir cette vision globale qui manque un peu à la recherche, qui par nature est forcément concentrée sur son objet de recherche. Oui. Absolument. Bon, vous avez compris, avec cette table ronde, on s'intéresse à tous les sujets sciences et société. On élargit le spectre des questionnements. Et donc, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Et à François Forisson de la mission Association Recherche et Société à l'INSERM. Un tout petit mot, puisque vous avez parlé de la mission comme un lieu de rencontre. J'espère que ça en est un. On y a vu aussi des initiatives particulièrement intéressantes. Je pense à Scienceas, c'est un groupement de... Scienceas. Une idée des chercheurs qui partent en retraite, qui en sont en pleine connaissance, en pleine puissance, qui ont un gros carnet d'adresses, ils connaissent plein de chercheurs qui savent faire plein de choses, et qui ont choisi de se mettre à disposition, de venir aider les associations. Et bon, la mission, la personne qui s'occupe de mettre en relation des chercheurs en retraite, donc plus disponibles, et des associations. Il était question de savoir, est-ce que c'est un laboratoire Oui, et de diverses manières. Et je reviens sur ce que disait Christelle. Les associations, elles sont capables d'intervenir sur tous les domaines, parce que tous les domaines les concernent. C'est parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus malins que les autres, mais c'est parce qu'ils sont capables d'intervenir sur le plan... Par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé du point de vue administratif pour les médicaments orphelins, les associations, elles se sont dit, il faut qu'on ait une loi. Elles sont regroupées. 2 ans après, la loi a été votée en Europe. C'est quelque chose déjà assez extraordinaire. Comme la loi a été votée, il a fallu créer un comité dans l'Agence européenne du médicament. Mais dans le comité, on a mis naturellement des représentants associatifs. C'est eux qui l'avaient fait, la loi. Et puis, donc, ça s'appelle le COMP. Il y a des représentants associatifs au COMP. Puis, quand l'Agence européenne du médicament a créé d'autres comités spécialisés sur les médicaments innovants, sur les médicaments pédiatriques, ça marchait tellement bien avec les associations dans le COMP qu'ils ont mis des représentants d'associations dans tous ces nouveaux comités. Ça, c'est un type d'innovation qui est typique des associations. Un autre type, et ça, c'est pour répondre un petit peu à ce que vous disiez, Arnaud de Guerra, sur les questions qu'on se pose sur l'utilisation des données. Aurore 10, cette association européenne, a fait une enquête, a demandé aux gens sur les biobanques, qu'est-ce qu'on fait de vos prélèvements, qu'est-ce qu'on fait de vos données, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut avoir un consentement fermé, ouvert? La réponse est, les choses évoluant, on ne peut pas le décider à l'avance. Il faut qu'il y ait un comité avec des représentants associatifs qui puissent, quand les choses avancent, faire évoluer l'utilisation. On ne peut pas trouver plus intelligent, je trouve, parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait pas de sens de figer une règle, mais qu'on ne peut pas non plus faire une confiance absolue en disant « vous en faites ce que vous voulez ». Et ils ont trouvé une solution. Et puis une autre situation aussi, pourquoi on détecte la mucoviscidose chez les enfants à la naissance maintenant? Parce que l'association a dit « c'est important ». Et à l'époque, les pouvoirs publics ont dit « non ». L'association a dit « on va vous prouver que c'est utile ». Et l'association, avec un généticien breton têtu et talentueux, Claude Ferrec, a montré que c'était utile, a montré qu'il y avait des résultats, et c'est passé. Et donc, il faut des lieux de rencontre entre chercheurs, des lieux accueillants entre chercheurs et associations, mais il faut aussi accepter qu'elles fassent irruption à des moments donnés, parce que quand elles font irruption, elles sont particulièrement efficaces et novatrices. Jean-Louis Mandel. Oui, juste une chose avant que je parte pour prendre mon train. On a cité à plusieurs reprises le Comité consultatif national d'éthique. Il faut quand même préciser qu'il y a dans ce CCNE des médecins, des chercheurs, des philosophes, des représentants du monde juridique. Il y avait dans le temps, je crois qu'il n'y en a plus, des représentants des grandes religions. Et il n'y a aucun représentant des associations. Et la qualité des échanges qui a eu lieu aujourd'hui montre que vraiment, il est temps qu'il y ait des représentants associatifs au sein du CCNE. Merci, monsieur. Monsieur. Oui, Alain Leplat, je suis de Paris 7.
C'est une question très naïve, en fait, parce que c'est sur un sujet que je ne connais pas bien et qui s'adresse à M. De Guérin. Parlez bien dans le micro, parce que sinon... C'est une question qui s'adresse à M. De Guérin. En fait, donc je trouve que c'est très intéressant, le projet de... effectivement, de mettre le séquençage génomique au cœur du système de santé et du soin. Mais, alors c'est là qu'il y a ma question, c'est peut-être là que je dis une bêtise, je vous laisserai me répondre. J'avais l'impression que la leçon du Genome Project, c'était qu'en fait, la connaissance du génome, ça avait ouvert plus de questions que de réponses, et qu'on s'était aperçu de l'immense complexité des relations entre le génotype et le phénotype, qui est quasiment incompréhensible en l'état actuel de nos moyens d'investigation. Et puis, d'une part, puis d'autre part, le modèle mendélien, mais je ne suis pas spécialiste, hein. En fait, c'est un modèle qui s'applique à un nombre très exceptionnel de cas de relations entre génome entre génotype et phénotype. Alors donc, ma question, c'était de savoir comment, étant donné ces abîmes, ces énigmes scientifiques, hein, comment on pouvait... si on disait on met le séquençage au cœur de la recherche, ou les sciences de la complexité au cœur de la recherche, je comprendrais, mais au cœur du soin, où là il s'agit d'appliquer des connaissances, et alors qu'il me semble, sauf si j'ai mal compris, qu'on n'a presque pas de connaissances sur la manière de tirer parti de ces séquençages. Est-ce que j'ai 1 heure? Non, alors effectivement, c'est tout à fait... Vos questions ne sont absolument pas... déplacées, et on se les pose aussi, de toute façon. Il faut être très modeste. Alors qu'il y ait plus de questions, que ça n'apporte plus de questions que de réponses, je pense que c'est quelque part la caractéristique de la science, en tout cas de ma conception à moi. Ensuite, on a tout à fait conscience que la génétique n'expliquera pas tout, et je pense que les grands spécialistes, beaucoup plus grands spécialistes que moi de cette salle, seront d'accord. En revanche, en étant rigoureux et modeste, je pense qu'on peut avoir... Voilà, c'est l'avis des acteurs du plan, en tout cas, et je pense des généticiens ici. On peut quand même, en termes de soins, améliorer grandement les choses, ne serait-ce que justement dans les maladies rares, pour mettre un terme à tous ces problèmes d'errance diagnostique. C'est quand même, enfin bon, j'ai pas eu le temps de le citer, mais c'est dans le cadre des maladies rares, c'est quand même l'espoir du plan, justement, et c'est un des objectifs déclarés, de mettre un terme à des errances diagnostiques qui durent des années, voire des dizaines d'années. Alors, ensuite, ça me donne envie, ça me permet d'évoquer quelque chose, parce que je fais encore plus loin que ce que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre au cœur du système de soins? Ça veut dire qu'on va rembourser, l'assurance maladie va rembourser, pour certaines indications, le séquençage. Donc c'est vous dire que, vous savez qu'on n'est pas spécialement dans l'abondance en ce moment, ça ne va pas être fait au hasard. Et donc il va y avoir quand même besoin, il va y avoir toute une méthodologie d'examen de la valeur, justement, de ce diagnostic. Et on a tout à fait conscience qu'on va démarrer à peut-être quelques gènes, quelques dizaines de gènes, pas plus, quelques dizaines de mutations, pardon, pas de gènes. Donc on est très très modeste. Tout ce que justement toutes ces données vont apporter va nous permettre de progresser, mais je pense que personne n'a l'espoir de bouleverser. Enfin si, j'entends parfois dire qu'on va bouleverser. Je ne pense pas que ce soit forcément le cas, mais en tout cas on peut faire progresser certaines pathologies dans un certain nombre de cas. Après, bon, comment dire qu'on va appliquer justement ce genre de technologie à un nombre croissant de pathologies, c'est vrai. Jusqu'où on va aller, c'est là où les gens ne sont pas forcément tous d'accord. Alain Fischer et après Madame. Je me permets, pardon, de compléter votre réponse. Bien évidemment, pour l'immense majorité de la population, les données de la génomique restent extrêmement complexes à analyser et aujourd'hui ne contribuent pas beaucoup ou pas du tout à la prise en charge des malades. Mais néanmoins, il ne faut pas négliger le fait que l'apport du séquençage à haut débit, ça va permettre d'identifier mieux, plus vite, l'ensemble des maladies héréditaires. Christelle Nourricier rappelait tout à l'heure qu'il y en a 8000. On en connaît aujourd'hui les bases génétiques d'environ 3-4 000. Donc ça va faire progresser rapidement les connaissances diagnostiques, même s'il faut accompagner l'identification des mutations. C'est loin d'être négligeable. C'est très important pour les malades en termes d'information, en termes de conseils génétiques et progressivement avec le progrès des connaissances en termes de pronostic et thérapeutique. Et il ne faut pas oublier le domaine du cancer, où aujourd'hui on sait que l'identification, en tous les cas, de certains variants de gènes présents dans des tumeurs a valeur diagnostique
et pronostique et donc thérapeutique. Donc c'est pas tout à fait... Dès aujourd'hui, sans attendre les progrès autour de la complexité de l'analyse du génome, il y a des avancées médicales indiscutables, insuffisantes certes, mais non négligeables, associées au séquençage du génome. Madame. Je voudrais faire 2 remarques d'un bout à l'autre entre éthique et société. Madame a parlé du sida. Je voudrais citer quelque chose qu'on ne cite pas assez. C'est grâce aux femmes enceintes, au moment de la grande période du sida, que certaines ont dit « nous n'avorterons pas », que les médecins, les scientifiques ont compris certaines choses de la transmission fœto-maternelle du sida. Donc, de la société à la science. De l'autre côté, dans le cadre de la trisomie 21, de la science à la société, parce qu'on s'est détecté de façon très simple, très rapide, etc., on dit que c'est une maladie d'une particulière gravité et, compte tenu de ce que la société dit pour l'ensemble des cas, sans différencier, et là, le génome pourrait avoir peut-être différencié, eh bien, on dit aux femmes d'avorter, alors que dans le même temps, dans le côté scientifique, on a déjà des pistes médicamenteuses qui marche pour certaines. Vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, c'est un essai clinique grandeur nature qui a été fait, non pas en France, parce que c'est trop compliqué en France, ça a été fait sur des recherches faites en France, et là, l'essai clinique a été fait en Espagne et servira pour la maladie d'Alzheimer. Monsieur Fischer. Pardon de réagir, mais est-ce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, excusez-moi, sur tout à fait sur la première partie de votre intervention, mais sur la seconde, on ne dit pas aux femmes d'avorter. C'est très important. On offre la possibilité, il y a le choix. Je me permets de rectifier parce que c'est une notion essentielle. Alors, parlez bien dans le micro, pardon. Absolument. On ne dit pas, mais on dit que c'est une maladie d'une particulière gravité et on laisse le choix et elles cochent une case où elles ont le choix. Mais la pression de la société est telle que voilà. Je ne suis pas là en train de dire que ce n'est pas une pathologie grave. Je n'en sais rien, mais je ne suis pas contre le dépistage, ni contre... Alors, monsieur... Oui, merci. Je reprends la parole. Charles Jousselin, je travaille en soins palliatifs, je suis médecin et philosophe. Je voulais revenir un instant sur le soin, parce que nous parlons beaucoup du soin. Je voulais revenir sur la subjectivité, parce qu'en plus, on n'en parle pas beaucoup. Je rappellerai tout simplement que, quels que soient les médicaments, la façon dont il est donné et dont il est reçu change tout. C'est-à-dire qu'un soin, c'est d'abord une reconnaissance qui doit être mutuelle et réciproque, ensuite une confiance qui s'édifie, et ensuite une alliance thérapeutique. Tout ça pour dire que notre difficulté à tous, bien sûr que toutes ces avancées génétiques sont tout à fait extraordinaires, mais n'oublions jamais que nous avons en face de nous un sujet, et que nous sommes nous-mêmes sujets, chercheurs, sujets. Dans toutes les recherches, le sujet, chercheur, influence sa recherche. Georges Devreux l'a bien montré, tout ça. Tout ça pour dire que simplement, il me semble très important, et ça va être notre immense difficulté, c'est pas tant de seulement savoir. Le savoir, c'est indispensable, mais pour soigner, ce n'est jamais suffisant. Il y a toujours cette rencontre. Donc notre grand défi, ça va être bien sûr d'apprendre beaucoup de choses sur la génétique. En revanche, comment la mettre en œuvre d'un sujet à un autre sujet. C'est ça que je voulais dire. Donc finalement, s'il y a une modernité, j'entends très bien ce que vous avez parlé des comités d'éthique, etc. Finalement, notre grande difficulté, ça va être d'une part de faire de la recherche, c'est ce que vous faites tous, c'est formidable, mais ça va être d'allier finalement. Comment je vais allier, c'est-à-dire ne pas distinguer, ils sont distingués, allier cette recherche, cette science formidable, avec ce sujet qui sera toujours un sujet. Et dans le monde vivant, il restera toujours quelque chose de l'inconnaissable. Qu'est-ce que je fais avec cet inconnaissable et avec ce connu que je peux commencer à accentuer. Voilà. Donc notre avenir, finalement, c'est comment allier la science avec la subjectivité de cette rencontre. D'autres interventions, monsieur ? Oui, bonjour, Georges Imbert. Donc, je voulais poser une question à monsieur de Guérin. Voilà, actuellement, la pharmacovigilance s'effectue de la manière suivante. Une société spécialisée reliée à 8000 pharmacies. Donc, à chaque fois que l'on délivre les médicaments, ça arrive, et donc on peut faire quelques études. Et normalement, cette société devrait avoir accès aux données de la sécurité sociale, c'est-à-dire pour une pharmacovigilance en direct. Et le ministère bloque certaines clés, c'est-à-dire que les scientifiques ne peuvent pas avoir accès à ces données d'une manière normale. Donc, est-ce que Madame la ministre de la Santé va donner ces autorisations, ou alors est-ce que le blocage existera toujours en 2018 ?
C'est une question que je pose suite à une condamnation du tribunal administratif ou de la Cour d'État, non, du Conseil d'État, qui avait été transmis à la ministre précédente, Madame Marisol Touraine. Monsieur Deguerin. Alors là, je voudrais préciser que je ne suis pas la ministre de la Santé. Ici, son représentant. Vous avez remarqué, et je ne suis pas ici en qualité de son représentant non plus. Donc je ne peux pas vous répondre sur cette question. Je rappelle juste qu'il y a la création actuellement d'un système national des données de santé qui donnera accès aux chercheurs à la recherche académique, justement, aux données de la sécurité sociale, d'hospitalisation, du médico-social, etc. Et tout ça est en cours de conception. Il y a un certain nombre de décrets qui ont été émis. Donc ça progresse. C'est tout ce que je peux vous répondre. Et de toute façon, je vous ferai des réponses inexactes. Monsieur derrière, est-ce qu'on peut apporter un micro à monsieur? Merci. Tout d'abord, Daniel Seffer, donc médecin, relations publiques et professionnelles pour l'association Hémochromatose France. Tout d'abord, bravo aux organisateurs de cette journée et aux différentes académies, médecine et sciences. C'est vraiment du beau travail, de la belle ouvrage pour ces rencontres et ces échanges. Ensuite, je voudrais faire 2 suggestions. La première concerne un élément moteur de la recherche et aussi un élément moteur pour les associations, à savoir le financement. Si nous considérons que les opérateurs de téléphone pourraient, par le biais d'une sollicitation de 1 € par mois, récolter auprès de 50 millions d'abonnés 500 millions d'euros, est-ce qu'on n'aurait pas là une piste dans la répartition d'un complément de financement ou d'un supplément de financement? Et la deuxième suggestion, c'est d'inviter pour le prochain colloque des responsables de l'Assemblée nationale et du Sénat en ce qui concerne la commission santé. Merci, monsieur. Marie-Suzanne Monti, sur quelle partie Juste sur le téléphone portable? Oui, sur la façon de trouver des financements pour les associations. Parce que ça a l'air simple, dit comme ça. Oui, mais c'est très simple. Ce sont des mécanismes qui sont très faciles à mettre en œuvre. On s'est beaucoup battu avec les associations de lutte contre le sida pour instaurer ce qu'on appelle la taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières, c'est-à-dire une taxe absolument infime qui serait appliquée à toutes les transactions financières à travers le monde, qui permettrait de financer sans aucun problème la lutte contre le sida et d'autres pathologies. Et ben voilà, sauf qu'on s'est bien battu pour avoir cette taxe sur les transactions financières, qu'elle a été mise en œuvre, mais qu'elle a servi à renflouer les banques. La taxe avion Non, ça, United, c'est autre chose. La taxe sur les billets d'avion, c'est le mécanisme United, c'est un autre mécanisme. Mais il y a l'exemple de la taxe, c'est United, non? Oui, c'est United, la taxe sur les billets d'avion. d'1 € par billet d'avion. Oui, absolument. Qui n'a pas été d'ailleurs suivi par tous les pays qui ne partagent pas l'enthousiasme français pour les taxes. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une initiative française, effectivement, qui a été suivie par trop peu de pays, mais qui fonctionne bien néanmoins. Donc là, ce dont je parle, c'est une autre taxe donc sur les transactions financières, donc vraiment une taxe d'un montant infime, mais vu le volume des transactions financières, aurait suffi, en tout cas pour la lutte contre le sida, à récolter les fonds nécessaires à mettre toutes les personnes qui ont besoin de traitement sous traitement. Et bien voilà, donc cette taxe a été instaurée, mais elle sert à d'autres choses qu'à la santé. Alors, on est tous ici, je crois, absolument convaincus de l'intérêt du dialogue entre les chercheurs et les associations de patients, du dialogue entre la recherche et la société, même plus globalement. Et néanmoins, il y a eu une petite nouvelle. François Tadei, je me tourne vers vous, peut-être vers d'autres qui voudraient réagir également. C'était il y a quelques jours, hein, c'est ça, c'était l'incendie de la casemate, un incendie qui est criminel, hein, en l'occurrence, puisqu'il y a eu 3 départs de feu. Donc c'est un centre qui œuvre à la relation sciences et société, qui se trouve à Grenoble. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que certains ne veulent pas d'un dialogue entre la science et la société en France? Parce que nous, on est tous convaincus, là, j'ai l'impression, mais ça ne va pas de soi pour tout le monde quand même. Mais il ne faut peut-être pas les oublier, ceux-là aussi. Donc effectivement, la casemate, c'est un lieu de culture scientifique et technique qui permettait à la communauté grenobloise de découvrir les progrès scientifiques et techniques qui étaient ouverts, y compris aux enfants et aux universitaires, aux étudiants, à l'ensemble de la communauté. Vous savez, Grenoble est un des centres leaders en France et même dans le monde sur les nanosciences. C'était un lieu dans lequel on pouvait débattre de sujets, y compris de manière critique.
Et donc, il y avait des débats qui pouvaient être constructifs, parfois plus ou moins ouverts et toujours respectueux de chacun. Et malheureusement, quelques extrémistes, et il y a des extrémistes dans tous les domaines, il y en a là des extrémistes qui ont détruit ce centre et ils ont écrit un tract qui est aujourd'hui disponible sur le web pour ceux qui voudraient aller le regarder. C'est assez affligeant, mais ils disent qu'ils sont contre le capitalisme. Ils disent que la technologie est au service du capitalisme, que la science est au service de la technologie et que l'éducation est au service de la science et que donc ils ont attaqué ce lieu, la casemate, parce que dans la chaîne logique qu'ils faisaient, il fallait attaquer la racine du mal et donc ils ont décidé de détruire ce lieu dans lequel, encore une fois, des enfants, des étudiants, des citoyens pouvaient rencontrer des chercheurs et co-construire avec eux un certain nombre de projets. Donc fort heureusement, l'ensemble de la communauté nationale et a fortiori grenobloise s'est mobilisé pour essayer de contribuer à ce que la casemate soit reconstruite le plus vite possible. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que l'ensemble des personnes impliquées ont souhaité plus d'ouverture et pas plus de fermeture. On pourrait dire on va mettre des barbelés autour des sciences, de sciences et de culture. Non, leur volonté, c'est d'être encore plus ouvert pour faire avancer encore ce débat. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel il y a des extrémistes. Il y a des extrémistes de part et d'autre. Il peut y avoir aujourd'hui, si on prend l'actualité récente, il y a des gens qui ont commencé à bidouiller leur propre génome. Donc voilà, il se passe des choses à différents niveaux et il faut en avoir conscience et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de renforcer encore cette culture du débat. Et c'est vrai que la culture du débat, elle a toujours existé, mais peut-être que chaque période a inventé sa modalité du débat. Si vous regardez la manière dont les Grecs débattaient, c'est pas exactement la même chose que les salons parisiens. Ce lieu a été un lieu de débat depuis sa création, mais il n'est pas forcément ouvert toujours à tous. Donc il y a toujours plus de lieux qui sont ouverts. Pour ceux de ma génération, les dossiers de l'écran contribuaient à réinventer une période du débat. À l'heure d'Internet, je pense qu'on a besoin d'inventer encore de nouvelles formes de débat. Je ne sais pas si ce sera les dossiers des écrans, mais on a probablement besoin d'inventer des choses dans lesquelles on puisse... Parce qu'il y a des études qui sont assez intéressantes qui montrent que si on débat en face à face, alors on est moins extrémiste. Alors que le web a malheureusement tendance à créer des bulles qui renforcent les extrémismes. Et donc on a besoin de penser des modalités qui peuvent compléter ce qui peut se faire en ligne et ce qui peut se faire en présentiel en les articulant les unes aux autres. Et je pense que c'est encore à inventer. Il faut dire que ce n'est pas une bonne idée de brûler la casemate. Ce n'est pas forcément une très bonne idée de bidouiller son propre génome non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on va conseiller, non. Absolument. D'autres interventions, avant qu'on passe aux conclusions. J'ai l'impression qu'on est en train de faire le tour. Écoutez, je m'en réjouis parce qu'il y avait tellement d'interrogations tout à l'heure. Ah, monsieur, qu'on n'a pas encore entendu. Didier Erasme, représentant d'une association de patients. J'ai une question très très simple. Où en est le troisième plan maladie rare, puisqu'on l'a évoqué ce matin, puis cet après-midi on l'a plus réévoqué. Donc ça c'est un point. Il y a un deuxième point qui est, je suis un peu surpris d'avoir entendu très très peu de choses sur l'échelle européenne en fait des études de la recherche. On voit très bien l'échelle française, on voit pas du tout l'échelle... Enfin, alors on a parlé du monde, mais on n'a pas parlé de l'échelle européenne. Il me semble qu'il y a des choses qui se mettent en place, entre autres avec les ERN, les European Reference Network. Donc on pourra en dire peut-être un petit mot. Et Eurordi, c'est très présent, donc je vais vous laisser la parole. Oui, bien sûr, c'est dommage, j'aurais voulu conclure sur les European Reference Network parce que ça a été quand même un des grands... Je crois que c'est en droite ligne des efforts de certaines associations qui ont réussi à, comme je le disais, rassembler en réseau cliniciens et chercheurs dans certains projets pilotes et qui ont montré que c'était possible. Et ensuite, ça a été la suite de ce qu'on a fait en France qui ont permis la création des réseaux européens de référence. Bien dans le micro, madame. Oui, pardon, je me retourne parce que j'aime bien. Il faut être impoli. Oui, c'est pas bien. Et ça a été très récemment, il y a eu une évaluation de ces réseaux européens de référence par la direction de la santé, la DG Sanco, qui a évalué que c'était un des plus grands succès du programme 4, n'est-ce pas François? Et que donc c'était une très très grande réussite en matière de santé à l'Europe. Et on le sait parce qu'on voit bien que nos associations sont toutes très très impliquées dans ces réseaux. Alors bien sûr, il y a un petit bémol au niveau de la France, c'est que
Les cliniciens français sont déjà débordés, ils sont déjà très impliqués dans leur centre de référence et bien sûr participer à un réseau européen de référence, ça leur demande encore plus de temps et d'énergie. Donc il ne faut pas minimiser ça. La France coordonne 3 réseaux sur les 24, c'est ça, qui ont été labellisés, financés par la Commission européenne. Donc c'est un énorme effort, mais je pense que sur le long terme, ça en vaut la peine. Et en tout cas, on a montré que c'était utile et que c'était important. Mais bien sûr, à ce stade, ça bénéficie plus à des pays qui n'ont pas encore eu de plan ou des embryons de plan qu'en France, où ça repose beaucoup sur nous. Et puis la deuxième question, c'était sur le 3e plan. Alors j'aurais bien aimé, en ce jour où le Téléthon mobilise des milliers de bénévoles à travers toute la France et témoigne d'un effort de générosité publique quand même unique au monde, parce que c'est grâce à tout ça qu'on avance, qu'on pointe sur les plans. J'aurais bien aimé qu'on ait l'annonce d'un 3e plan. Ce 3e plan d'après, mais je n'ai que des bruits. Il est pratiquement rédigé et l'annonce devrait se faire en début d'année prochaine, mais peut-être qu'Arnaud de Guerra a des informations. Ce que je voulais dire sur ce plan, c'est quand même important. Monsieur le représentant de la ministre, s'il vous plaît, est-ce que... Non, mais on ne peut dire que des bruits parce qu'on n'a pas de certitude. Ce que je voulais dire, c'était important par rapport à ce qu'a présenté Arnaud de Guerra, c'est que je pense qu'il y a quand même une question éthique essentielle pour nous les malades, qui est que on ne peut pas donner un diagnostic d'une maladie génétique avec tout ce que ça entraîne comme lourdeur pour un malade ou pour sa famille, sans immédiatement pouvoir lui embrayer sur une prise en charge médicale et sociale si possible. Ça, c'est pour nous, les associations, c'est la base. Et c'était pour ça que c'était tellement important qu'on ait ces plans nationaux qui structurent des centres de référence, des centres de compétences, qui permettent la prise en charge de patients, avant qu'on avance beaucoup plus vite sur le plan des diagnostics, parce que on ne peut pas diagnostiquer sans prise en charge. Certains pays l'ont fait et c'est une horreur. C'est balancer des familles ça les pousse à partir au bout du monde pour avoir accès à des soins, à vendre leur maison, à faire n'importe quoi, et c'est pas éthique simplement. Donc je pense que ce 3e plan, il doit rester complètement complémentaire des avances du plan génomique. Ça doit rester lié. Ça, c'est mon souhait. Mais sur l'annonce, je ne veux pas vous dire. Alors, peut-être une dernière question. On a bien vu avec nos interventions qu'il y a environ 100 ans, des personnes qui étaient concernées par des problèmes d'alcool se sont mises ensemble, il y a eu des mouvements d'entraide. On a vu aussi dans le domaine de l'écologie à quel point on avait une alliance entre les chercheurs et donc les associations de patients. On voit à quel point tout cela pardon, pas les associations de patients, mais avec la société, avec des passionnés de nature. Et puis tout cela a encore plus pris corps et pris de la force avec l'épidémie de sida, avec bien sûr l'arrivée du Téléthon. Est-ce qu'on a là un mouvement vers plus de cohésion, je dirais, ou d'intégration entre d'une part la science et d'autre part les associations de malades? Et est-ce que ce mouvement, il ne peut que croître et embellir, se renforcer? Est-ce que là, on a une espèce de tendance forte à laquelle on assiste et auquel on donne corps nous-mêmes aujourd'hui par notre présence? Marie Suzan. Oui, très rapidement, oui. Enfin, pour moi, la réponse est oui, sans aucun doute. D'autant plus que très souvent, quand on regarde différentes mobilisations autour de différentes pathologies, il ne s'agit pas simplement de traiter des personnes malades ou des personnes atteintes, mais c'est aussi d'accorder à ces personnes les mêmes droits qu'aux autres. Donc on rejoint là des combats des luttes éminemment plus politiques autour des droits humains. Et enfin, pour moi, tout ça est intimement lié et toutes ces mobilisations, pour moi, font sens pour moi, ces questions de santé s'inscrivent forcément dans l'accès aux droits humains. Et donc, tout ça, pour moi, est éminemment une question de société civile et d'engagement citoyen. Madame Nourricier. Du fait qu'on n'aurait rien pu faire si Aide ne nous avait pas ouvert la voie dans beaucoup de domaines. J'entends quelqu'un qui dit absolument. Ça nous a énormément aidé. Alors peut-être la petite différence, c'est que pour vous, l'épidémie a frappé des personnes qui étaient en pleine, disons, pour la plupart en force de l'âge et capables de se mettre debout et se battre de façon fantastique. Et que nous,
c'est plus compliqué parce que les personnes qui vivent avec des maladies rares, elles sont souvent très très lourdement handicapées. Beaucoup de familles sont en exclusion sociale. Et donc, c'est plus lent et on a plus de mal. Mais vous nous avez ouvert les portes et on n'aurait rien pu faire si ça a été un soutien formidable. Et j'espère qu'on ouvrira la porte à d'autres mouvements derrière nous. Je pense, parce qu'on a beaucoup parlé d'alcool aujourd'hui, je pense à la cause très très importante de déficience mentale qu'est le syndrome comment est-ce qu'on dit, d'alcoolisation fétale. Je ne trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Ça touche énormément d'enfants. Actuellement, les prises en charge sont pas bonnes, je dois dire. Ils sont diagnostiqués tard. Les personnels sont pas formés pour les prendre, les paramédicaux sont pas formés pour bien les prendre en charge. Et j'espère que pour eux et pour beaucoup d'autres problématiques qui sont pas bien prises en charge, on va pouvoir progresser aussi rapidement. François Tadei, le dernier mot. Je pense que cet apprentissage d'une association à une autre est en train aussi de se passer dans un autre domaine qui est celui des pathologies de l'apprentissage. Et ça touche évidemment des enfants. Et en même temps, ces pathologies de l'apprentissage sont le reflet de difficultés du système éducatif à accompagner ces enfants et ces familles. Et en même temps, à la fois on a des enfants qui sont en situation d'échec à cause de pathologies, mais il y en a d'autres qui sont en situation d'échec pour d'autres raisons. Et les pays qui savent être des systèmes éducatifs plus inclusifs sont aussi des systèmes éducatifs qui font réussir non seulement les enfants qui ont les difficultés que l'on pourrait discuter ici, mais aussi tout un tas d'autres difficultés. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et ce qui est vrai, c'est que la recherche biomédicale n'est jamais suffisamment financée, mais la recherche dans l'éducation l'est 30 fois moins. Alors que le budget de la santé et le budget de l'éducation sont grosso modo les mêmes. Donc on voit bien que si on a fait progresser la santé, c'est grâce à la recherche, et si on veut faire progresser l'éducation, et en particulier les enfants qui sont en situation de déficit divers et variés, il faut absolument faire plus de recherche, et il faut mener cette recherche comme on l'a fait dans les domaines qui sont discutés ici, en intégrant les familles, en intégrant les jeunes eux-mêmes dans la définition. Elles ne le sont pas tellement, hein, pas du tout. Les familles ne sont pas intégrées, les jeunes ne sont pas intégrés dans ces sciences de l'éducation. Vous voyez, on va encore faire... Alors je suis désolé, on va passer... Juste rebondir pour faire la suite de ça. C'est vrai qu'on parle d'adultes, on parle de jeunes, mais il y a les enfants qui sont touchés, et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, je trouve que vraiment faut essayer de trouver un système pour que ces enfants soient le témoignage et faire avancer les choses. Oui, et soient associés aussi. Merci infiniment à tous les quatre, Marie-Suzan, Arnaud de Guerra, François Tadei et Christelle Nourricier pour vos interventions.